Bonjour à tous. Après avoir vu la décolonisation de l'Inde, qui s'est passée de façon pacifique, malgré les troubles qui ont marqué le passage à l'indépendance, on va voir une décolonisation qui s'est passée dans la douleur, avec le cas de l'Algérie, qui est un cas extrêmement important pour comprendre l'histoire française et l'histoire de la décolonisation en général. Alors, avant de parler de la décolonisation de l'Algérie, on va présenter ce que l'Algérie avait de particulier parmi les colonies françaises. Alors, l'Algérie avait une place à part pour la France parmi toutes ces colonies. C'est une des colonies les plus anciennes de France, hein. L'Algérie avait été conquise en 1830 et c'est une colonie qui a un statut particulier pour les Français parce que c'est ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que c'est une colonie où on avait incité énormément de Français à s'installer. Dans la plupart des colonies, les colons français ne sont qu'une poignée. En Algérie, ils sont très nombreux. Alors, regardez ici, vous voyez, on a la composition de la population en Algérie en 1954. Et vous voyez qu'on a distingué deux catégories, les Européens et ceux qu'on appelait les Français musulmans. Ça aussi, c'est quelque chose de spécial. Je vais vous expliquer après. Alors, qui sont les Européens? Eh bien, ce sont toutes les populations qui donc ne sont pas d'origine d'Algérie qu'on a incité à s'installer pour coloniser le pays. Ils sont en grande majorité, 90% sont des Français, mais il y a aussi des Italiens, des Espagnols, et il y a aussi la communauté juive qui représente à peu près 10% de ce chiffre. Euh, les Juifs étaient présents bien avant les Européens en Algérie, hein. Ils étaient installés en Algérie parfois depuis l'Antiquité et beaucoup depuis le XVe siècle. Et la France avait donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Donc c'est eux qui constituent ce qu'on appelle les Européens. Ceux-là, donc, ce sont en fait les colons. Et vous voyez que sur une population totale de à peu près 10 millions d'habitants, eh bien, il y a pratiquement 1 million qui est constitué d'Européens. C'est beaucoup plus que dans pratiquement toutes les colonies, que dans toutes les colonies françaises. Donc une colonie où il y a une présence de colons beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et vous voyez, à côté, il y a ceux qu'on appelait les Français musulmans. Donc en fait, les musulmans avaient obtenu un statut spécial. Ils avaient la nationalité française, mais ils n'avaient pas un statut d'égalité avec les autres citoyens. C'est-à-dire que les Algériens, s'ils étaient français musulmans, ils avaient certains droits, la possibilité de participer à certaines élections, mais par exemple, leur voix comptait moins que la voix d'un Français. Les femmes françaises n'avaient pas le droit de vote, les femmes françaises musulmanes n'avaient pas le droit de vote non plus, et donc il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles ils n'avaient pas l'égalité. Et on peut regarder, vous voyez ici, euh, les différents chiffres, les indicateurs, la mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Chez les Européens, elle est relativement faible, 46 pour 1000. Donc sur 1000 enfants, 46 en moyenne meurent avant l'âge de 5 ans. Chez les Français musulmans, eh bien c'est 181 pour 1000. Vous voyez que c'est beaucoup plus, hein, environ 4 fois plus. On voit aussi que sur la composition de la population est différente. 98% des Français musulmans sont des ruraux, 2% des Européens. Mais sur ces 2%, eh bien, ce sont les Européens qui possèdent les meilleures terres, les terres des plaines, sur lesquelles on peut cultiver et avoir un meilleur rendement. Alors que les Algériens arabes, eux, eh bien, ils possédaient les terres les plus pauvres, les terres des montagnes, qui avaient un très faible rendement. On voit que chez les Européens, eh bien, il y a énormément de cadres supérieurs en pourcentage. 93% des cadres supérieurs, donc ceux qui exerçaient les professions les mieux payées, étaient des colons, des Européens, essentiellement français, et seulement 7% d'Algériens arabes étaient donc des cadres supérieurs. Quant à la scolarisation, seuls 20% des enfants arabes étaient scolarisés dans le primaire, alors que tous les enfants des colons l'étaient évidemment, puisqu'ils bénéficiaient de la scolarité gratuite et obligatoire. Donc, une population française nombreuse et des inégalités croissantes entre les Français musulmans,
donc les Arabes d'Algérie, et les Européens qui sont les colons. Ces inégalités sont encore plus accentuées du fait que la population de Français musulmans augmente rapidement, alors que la population des Européens, elle, augmente très lentement, voire n'augmente pas. Donc, alors que les Européens constituaient environ un quart de la population à une certaine époque, eh bien, ils constituent d'une part de moins en moins importante parce que la population de Français musulmans, elle, augmente rapidement. Du coup, les inégalités paraissent de plus en plus criantes et de plus en plus insupportables. Suite à cela, eh bien, les mouvements indépendantistes, qui étaient déjà euh, actifs avant la Deuxième Guerre mondiale, vont se faire de plus en plus importants. Donc là, vous avez ici les fondateurs du FLN, c'est ce qu'on appelle c'est le Front de Libération Nationale d'Algérie, qui va être le principal mouvement indépendantiste, et on va voir quelles sont ses actions avec l'activité que vous aviez à faire. Alors, ça, c'est pour situer l'Algérie, donc dans le Maghreb, et je reprends votre activité. Donc tout d'abord, on vous demandait de regarder ce que c'était que ce qu'on a surnommé la Toussaint rouge, c'est-à-dire le 1er novembre 1954, en regardant une vidéo INA dont je vous avais donné le lien. Alors qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Eh bien, en une journée, il y avait eu 70 attaques simultanées de lieux symboliques de l'État français, des administrations, et il y avait eu aussi malheureusement des morts civiles. Et donc ces attaques simultanées, c'est ce qu'on appelle une insurrection en fait, c'est-à-dire c'est la population, enfin les combattants du FLN, qui prennent les armes. Et ça va marquer le début de l'Algérie. Mais vous aurez remarqué, en regardant la vidéo, qu'on ne parle pas d'un début de guerre. On parle d'agitateurs, on parle on n'utilise pas des termes de guerriers, de combattants, Et pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, la France aura du mal à dire que c'est une guerre. Elle parlera des événements d'Algérie, des hors-la-loi, des félagas, qui est un mot qui veut dire bandit, en fait. Jamais elle ne reconnaîtra qu'il s'agit d'une guerre d'indépendance. Et pourtant, on va voir comment va réagir la France. Tout montre que c'est bien une guerre d'indépendance. Alors, ensuite, il fallait donc répondre aux différentes questions. Moi, j'ai répondu à la suite, c'était pas la peine de recopier le schéma. Alors, que souhaitent les Algériens? Et il fallait pour ça regarder les documents 1 et 3. Alors, on regarde le document 1, qui est une déclaration qui a été faite pendant la guerre, en février 1943. Qui est donc un manifeste du peuple algérien, et il demande l'abolition de la colonisation, c'est-à-dire l'indépendance, l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire qu'ils aient le droit de décider qui les gouverne, donc encore une fois l'indépendance, la dotation de l'Algérie d'une constitution propre garantissant la liberté et l'égalité, donc avoir une loi propre à l'Algérie qui permette l'égalité de tous les habitants, et la participation des Algériens au gouvernement de leur pays, puisque je vous ai dit que jusque-là, les Français d'Algérie, les musulmans d'Algérie, n'avaient pas accès, en fait, au pouvoir du tout. Et dans le document 3, qui est cette fois le manifeste du FLN du 1er novembre 1954, on retrouve donc les mêmes revendications. Un État algérien souverain, donc un État-nation, le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race et de confession, parce que évidemment, c'était quand même assez contradictoire de proclamer l'égalité dans la Constitution française et de dire que en Algérie, quand on était un musulman, on n'avait pas les mêmes droits que les autres Français. Et voilà donc pour les revendications. Alors ensuite, document 4, on vous demandait par quels moyens est-ce que le FLN entend obtenir l'indépendance. Et on voit donc ici un combattant de l'armée de libération nationale, Félaga, qui a été arrêté par l'armée française, et on voit qu'il est à la porte d'une maison plutôt pauvre, qu'ici il y a un drapeau algérien qui a été déchiré. Et donc en fait, c'est les moyens d'action du FLN, eh bien c'est des moyens de guérilla. Je vais vous montrer une carte, si je la retrouve bien sûr. Voilà. Donc voici la carte qui récapitule les étapes de l'insurrection. Donc en fait, les combattants du FLN vont se cacher
dans des régions difficiles d'accès, en particulier dans des régions montagneuses, donc dans l'Aurès, en Kabylie, et aussi il va y avoir des échanges avec la Tunisie et le Maroc, parce que la Tunisie et le Maroc vont obtenir leur indépendance en 1956, et du coup, eh bien, ils vont pouvoir fournir un soutien à leurs voisins d'Algérie qui combattent encore. Et en fait, donc, ils vont mener des actions ponctuelles, des attentats, des sabotages, des kidnappings, des différentes actions, des actions ponctuelles. Et ensuite, ils vont se rabattre dans les montagnes où ils se cachent. Alors, la réaction de la France, c'est qu'elle va faire appeler le contingent. Elle va mobiliser son contingent, c'est-à-dire qu'elle va envoyer ceux qui faisaient leur service militaire à ce moment-là en Algérie. Donc là, vous voyez, on voit des appelés du contingent, donc des jeunes gens qui font leur service militaire, hein, qui ont en général entre 18 et 25 ans, qui débarquent en Algérie. Et officiellement, il ne s'agit toujours pas d'une guerre pour la France. On dit qu'il s'agit d'opérations de maintien de l'ordre, mais ceux qui ont participé savent bien qu'il s'agit en effet d'une guerre. Donc là, vous voyez, c'est bien les soldats français qu'on voit ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de résistance parmi les appelés français. Beaucoup ne voulaient pas partir en Algérie et ont tenté par tous les moyens d'éviter d'avoir à effectuer ce service militaire. Déjà parce que il y avait beaucoup de gens dans l'opinion française qui étaient assez indifférents à la question de l'Algérie, voire opposés même à l'idée d'essayer de maintenir à tout prix l'Algérie française. Et donc ça n'a pas été de gaieté de cœur que beaucoup sont partis. On sait aussi aujourd'hui que pour interroger les Félagas, les combattants du FLN, l'armée française n'a pas hésité à utiliser la torture, fait qui a été passé sous silence pendant plusieurs années et qui est aujourd'hui totalement établi par les historiens. Dans un premier temps, la position officielle de la France, c'est de dire haut et fort, l'Algérie, c'est la France. Ça, c'était la déclaration du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était François Mitterrand, qui est celui qui deviendra plus tard le président français. C'était la position de dire, l'Algérie, c'est la France. Il n'est pas question de céder aux revendications d'indépendance. Alors, cette position va évoluer avec l'entrée en scène du général de Gaulle. De Gaulle est invité par les Français d'Algérie à venir en visite en Algérie et il va prononcer un grand discours dans lequel il va dire la grande phrase « Je vous ai compris », qui va être assimilé, enfin les Français d'Algérie vont penser que c'était un soutien à leur position, mais en réalité la position de Gaulle n'est pas si claire que ça, et on voit qu'il affirme ici que en Algérie, il n'y a que des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, dès le départ, De Gaulle envisage un nouveau statut pour l'Algérie, un statut dans lequel les Français musulmans ne seraient plus des Français musulmans, mais des Français à part entière. Par la suite, De Gaulle ira encore plus loin, en commençant à organiser un vote d'autodétermination en Algérie, c'est-à-dire l'organisation d'un vote dans lequel on demandera aux Algériens s'ils souhaitent la sécession, c'est-à-dire l'indépendance, ou la francisation complète, donc qu'ils soient assimilés aux citoyens français, ou un gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle, c'est-à-dire un statut un petit peu comme ce qui existe dans les anciennes colonies anglaises, puisque dans les anciennes colonies anglaises, il y a toujours un lien avec la couronne britannique. Donc c'est ce que propose De Gaulle, et ça va évidemment faire évoluer la situation. Et en parallèle, eh bien, il va commencer à envisager que l'Algérie ne restera pas française. Et en 1962, vous voyez, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Un cessez-le-feu est signé à Évian, c'est en Suisse. Il y a une conférence qui a lieu là-bas. Et les accords d'Évian, eh ben, c'est la fin officielle de la guerre d'Algérie. Alors la conséquence, c'est le départ massif des Français d'Algérie vers la France. Hein. Ils fuient tous vers le territoire français. 700 000 personnes partent d'un coup, environ 200 000 restent dans un premier temps, mais après, entre 1963 et 1993, ça va être un flux continu de départ. Et voilà pour l'essentiel sur la guerre d'Algérie. Je vous dis à bientôt pour la suite.